Alors, il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, font des redites par rapport au cours de microbio. Donc, je vais lourdement insister sur les tuyaux. Toute la première partie sur les diarrhées, le choléra, etc., c'est des choses qui sont tellement rares ici qu'il n'y aura pas de question là-dessus, je peux déjà vous le dire. Par contre, il y aura des choses beaucoup plus tuyaux concernant les Clostridium difficile, etc., et on va y venir. Alors, c'est simplement pour vous rappeler que mondialement, c'est une cause importante de mortalité et de morbidité. Ce fut le cas chez nous. L'histoire de l'Europe a été parsemée d'épidémies de diarrhée infectieuse, et la plus connue, la plus mortelle, c'est le choléra. Bon, c'est une affiche malheureusement de faible résolution, mais qui mettait en garde la population liégeoise à l'époque. C'était pas contre le Covid, c'était contre le choléra. Et pourquoi simplement le choléra était-il si important en Europe il y a 200 ans d'ici et avant? Tout simplement parce que la qualité de l'eau n'était pas assurée. Donc vous avez ici le boulevard de la Sauvenière, il y a 150 ou 200 ans d'ici, avec Saint-Martin dans le fond, et un bras de Meuse, le bras qu'on appelle Sauvenière, qui était en fait une eau stagnante dans laquelle tout le monde déversait ses déchets de toutes sortes, et qui contaminait l'eau alimentaire avec les épidémies qu'on a connues. Alors pour la petite histoire, ça n'a strictement rien à voir, mais je dis ça dans New England ce matin, mais c'est de l'infectiologie quand même. Il y a des mycobactéries dont on a un tout petit peu parlé dans le cours sur le sida, qui sont des mycobactéries atypiques, qui ne sont pas des mycobactéries tuberculeuses, qu'on rencontre chez les grands immunodéficients. J'en entendrai parler dans d'autres cours. Et il y a une étude dans New England d'aujourd'hui qui montrait que simplement en recommandant au greffé de moelle de ne pas boire d'eau du robinet, on avait pu réduire de façon très importante l'incidence des mycobactéries non tuberculeuses, parce qu'il y a ce type de mycobactéries peut se trouver dans l'eau, même dans des pays dont les conditions d'hygiène sont a priori optimales. Et donc, j'ai simplement pensé à ça parce que ce sont des agents infectieux transmis par l'eau, malgré les mesures de désinfection. Ça, c'est les mortalités spectaculaires. Regardez un petit peu, on n'est quand même pas il y a 500 ans d'ici. Regardez, à Liège, lors de l'épidémie de choléra de 1848, pratiquement une personne sur 100 est morte du choléra. C'est des choses absolument sidérantes. Et voilà. Et malheureusement, c'est toujours le lot de beaucoup de pays pauvres qui ont leurs épidémies de choléra. Et vous voyez les maladies diarrhéiques pas uniquement le choléra, mais d'autres maladies diarrhéiques restent parmi les causes importantes de mortalité mondialement. C'est la 5e cause de mortalité dans le monde, souvent chez des enfants, chez des jeunes, et donc manifestement, ça reflète plus une infrastructure déficiente que des soins de santé qui ne le sont pas. Ça reflète vraiment le manque de toilettes dignes de ce nom. Et donc, vous avez probablement vu des initiatives de différents mécènes pour fournir des sanitaires de qualité dans des pays pauvres, pour justement réduire l'incidence de ces maladies diarrhéiques. Alors, ça, c'est vraiment des grands rappels de microbiologie. Juste pour dire qu'il y a deux grands... ce qu'il faut retenir de tout ce blabla-ci qui est initial, c'est qu'il y a deux grands types de diarrhées infectieuses, j'entends. Je ne parle pas ici des diarrhées inflammatoires que M. Louis verra avec les maladies inflammatoires de l'intestin, etc., ou les diarrhées de malabsorption qui sont liées à des insuffisances pancréatiques, etc. Mais si on considère les diarrhées infectieuses, globalement, il y a deux grands types de diarrhées. Il y a des diarrhées qui sont liées à une invasion de la muqueuse par le pathogène, qui va donner une diarrhée très inflammatoire. Donc ça, c'est vraiment tuyau ce que je dis ici, ça résume un peu les diarrhées qui suivent, donc prenez-le comme tel. Il doit y avoir un moyen d'accepter tous les étudiants d'un coup, je suppose. Mais bon, je verrai ça après. Donc, une diarrhée inflammatoire qui sont liées à une invasion de la muqueuse intestinale par le pathogène lui-même et qui vont donner de la fièvre, une CRP élevée,
des selles parfois sanglantes, glaireuses. On ne fait pas beaucoup cet examen en routine chez nous, mais si on fait un frottis de sel, on peut voir des leucocytes, on peut voir du pus réellement dans les selles, qui vont donner parfois des complications très graves de type sepsis. Et à côté de ça, des diarrhées qui sont des diarrhées non inflammatoires, où le pathogène produit des toxines qui vont favoriser une perte d'eau en quelque sorte. Et ce sera donc une diarrhée très aqueuse et peu inflammatoire. Alors, vous avez des formes qui sont un petit peu à mi-chemin dans les deux. Vous avez des formes qui sont à un extrême. Par exemple, le choléra, c'est vraiment un bel exemple de diarrhée purement sécrétoire. Donc, la toxine du choléra va totalement bloquer les systèmes de réabsorption de l'eau au niveau de l'intestin grêle et vous allez avoir des patients qui meurent en fait d'hypovolémie massive, qui vont perdre des litres et des litres d'eau par le tube digestif et mourir d'hypovolémie. Ça, c'est vraiment à l'extrême d'une diarrhée non inflammatoire. Il n'y a pas de CRP, une diarrhée non inflammatoire, sécrétoire. Certains Escherichia coli qui donnent des touristas fonctionnent de la même façon, avec des toxines qui fonctionnent un petit peu comme la toxine du choléra. À l'autre extrême, vous avez des bactéries qui sont très inflammatoires. Par exemple, on va les détailler, hein, mais voilà, au moins comme ça, vous avez un petit topo. Par exemple, les Shigella sont des diarrhées ou certains campylobactères dans lesquels la composante inflammatoire est vraiment très importante. Ou d'autres Escherichia, parce que les Escherichia coli, selon les gènes qu'ils expriment, peuvent se comporter de l'une ou l'autre façon. Donc, certains Escherichia coli donnent plutôt des diarrhées très sécrétoires, d'autres peuvent donner des diarrhées plus inflammatoires. Et alors, vous avez des microbes qui sont un petit peu à cheval entre les deux, qui font les deux d'une certaine façon, selon les autres, notamment comme les salmonelles. Alors, les diarrhées invasives, donc inflammatoires, touchent plutôt le côlon, notamment, alors que très souvent, les diarrhées qui sont plutôt sécrétoires touchent plutôt l'intestin grêle. Alors, vous avez ici toute une série d'agents infectieux avec le type de tableau clinique selon un petit peu la dichotomie que je viens de vous présenter. Hein, par exemple, le choléra, ça va être une diarrhée profuse qui ne sera pas inflammatoire, ou très peu, hein, ils ont mis un plus quand même, mais ça l'est très peu. Alors qu'à l'inverse, ça c'est un des grands tuyaux du cours d'aujourd'hui, le Clostridium difficile va donner une diarrhée extrêmement inflammatoire, avec de la fièvre notamment. Le rotavirus que vous voyez en pédiatrie notamment va donner lui aussi une diarrhée très sécrétoire et très peu inflammatoire, de même que les norovirus hein, qui donnent des diarrhées épidémiques. Donc voilà, diarrhée non invasive, atteinte peu inflammatoire, surtout au niveau du grêle. C'est ce qu'on appelle communément gastroentérite, parce que souvent c'est accompagné de symptômes hauts. Les gens ont à la fois des nausées, des vomissements, plus de la diarrhée. Donc ce que le grand public appelle de la gastroentérite, ça correspond souvent à ces diarrhées peu inflammatoires par une atteinte de l'intestin grêle, notamment par des toxines. Et les atteintes invasives que le grand public appelle plutôt dysenterie, parce qu'il y a des douleurs abdominales basses très importantes, de la fièvre, etc. C'est un peu comme les méningites. Les virus sont les plus fréquents, mais la plupart du temps, dans les diarrhées virales, c'est sans aucune sévérité. Donc là, chez l'enfant, c'est le norovirus, c'est le rotavirus. Chez les adultes, le grand agent des diarrhées infectieuses virales, c'est le norovirus, hein, avec vraiment des épidémies sur les bateaux de croisière, dans les hôpitaux, etc. Généralement, ça se résout spontanément, sans complications. Donc, les diarrhées infectieuses que vous verrez à l'hôpital, chez des gens en mauvais état, c'est plus souvent des diarrhées bactériennes parce que c'est là qu'on peut avoir des complications. Alors là aussi, juste pour que vous le sachiez, parce qu'il y a, il n'y a rien à faire de particulier. Donc là, quand on a une diarrhée dans les heures qui suivent l'ingestion d'un aliment, c'est ce qu'on appelle une intoxication alimentaire. C'est le plus souvent lié non pas à une prolifération de la bactérie, mais à une toxine que la bactérie avait déjà fabriquée avant que vous ne consommiez l'aliment. Donc quelque chose d'extrêmement rapide. Je suis sûr que vous a parlé de ça dans le cours de microbio. Et de loin, l'agent infectieux le plus souvent impliqué, c'est le staphylocoque doré.
qui fabriquent des toxines. Souvenez-vous du choc, du toxic shock syndrome. Je vous ai parlé de ça dans le cours d'immuno, parce que c'était un beau modèle d'action d'un super antigène. Hein. Donc, une des toxines du staphylocoque doré va activer de façon massive les lymphocytes T avec production de cytokines diverses. Quand ça se produit au niveau systémique, ça peut tuer le patient. Le toxic shock syndrome, notamment, c'est quand il y a une prolifération de staphylocoques au niveau vaginal avec une résorption importante de la toxine. Hein, c'est lié à certains types de tampons. Quand ça se produit dans le tube digestif, ben, ça ne donne pas de choc, mais ça donne une diarrhée importante parce que les cytokines inflammatoires vont modifier la réabsorption de l'eau et des électrolytes. C'est lié au main sale. Hein. C'est quelqu'un qui a manipulé des aliments avec du staphylocoque sur les mains. Ça a proliféré à l'intérieur de l'aliment et c'est ça qui donne l'intoxication alimentaire. Pas de traitement spécifique. D'habitude, ça s'arrête tout seul. Je passe. Alors, pourquoi intoxication et pas infection? Tout simplement parce qu'on considère que ce n'est pas lié à la prolifération du staphylocoque dans l'intestin, c'est simplement la toxine qui était déjà là. Donc, on est intoxiqué par la toxine du staphylocoque, mais non pas. C'est pour ça que ce n'est pas classé dans les infections en tant que telles. Dans les infections non invasives, on a clairement vu le choléra. Je ne vais pas détailler le choléra, vous n'aurez pas de questions là-dessus, mais si vous devez travailler dans des pays en développement, retenez que c'est important. Ceux qui feront éventuellement la médecine tropicale à Anvers auront des cours entiers là-dessus. Certains Escherichia coli produisent des toxines qui ont une action semblable au choléra, avec évidemment un tableau beaucoup moins sévère. Et certains Clostridium, à la limite, ne vous bourrez pas la tête avec ça parce que vous allez confondre le Clostridium difficile, qui est celui qui est le tuyau d'examen, puisque c'est l'agent des colites post-antibiotiques. Le Clostridium perfringens, c'est un truc moins important, je dirais, en pathologie, mais ça peut également donner des infections non invasives. Voilà, je passe, il y a eu de grandes épidémies de choléra. Le choléra, c'est souvent lié à un effondrement des systèmes sociaux, des systèmes politiques, de l'infrastructure. Donc, c'est toujours des pays en guerre, des pays où il y a des catastrophes écologiques. Il y en a eu en Haïti pour les multiples raisons que vous savez. Et avec la guerre récente au Yémen, il y a eu également plusieurs épidémies de choléra qui se sont manifestées. Il y a eu des épidémies de choléra au Congo également. Un sujet extrêmement important, et d'ailleurs, je pense que l'Université de Liège, comme d'autres universités d'ailleurs, est en train de mettre sur pied des programmes de cours qui vont placer l'environnement au sein des cours en général et notamment des cours de médecine. Et donc, il y a un impact majeur de l'environnement sur l'incidence de nombreuses maladies infectieuses. Donc, on en parlera assez peu, mais je pense qu'il y a une volonté de la part à la fois des autorités de l'université, mais aussi d'enseignants, par exemple Félix Scholtes, que vous connaissez, le prof de neuroanatomie, qui est extrêmement motivé par toute la problématique environnementale. Et donc, le choléra, indépendamment des problèmes humains que sont les guerres, etc., est très fortement influencé par les modifications climatiques et notamment l'activité El Niño, etc. Mais toutes les maladies à vecteurs, hein, les moustiques tigres qui remontent de plus en plus vers le nord et qui transmettent des maladies à vecteurs, des cas de chikungunya et de dengue qu'on commence à avoir dans le bassin méditerranéen qu'on n'aurait jamais vu auparavant. Et on peut probablement en ajouter plein d'autres. Hein. Donc, l'environnement ont des interactions extrêmement étroites. Là, on vous reprend l'action de la toxine du choléra sur l'adénylate cyclase, mais on va passer tout ça, vous n'aurez pas de questions là-dessus. Donc, c'est une maladie très grave, c'est ce qui peut paraître étrange. Hein. Donc, il n'y a aucune invasion des tissus, il y a très peu d'inflammation, mais on a une sorte de collapsus rapide et la seule façon efficace de traiter les gens, c'est de les réhydrater. La biothérapie dans le choléra reste controversée, probablement qu'on raccourcit quand même de quelques heures la phase de diarrhée, donc on recommande quand même de traiter par antibiotiques
les cas sévères en tout cas. Le vaccin, c'est peut-être utile de savoir qu'il existe. Des touristes, le médecin traitant doit souvent répondre à ses patients qui lui demandent qu'est-ce que je dois faire du temps où on voyageait. Maintenant, on ne voyage plus beaucoup. Je suppose que ce temps reviendra. Qu'est-ce que je dois faire comme vaccin pour aller dans tel pays? Et donc, le vaccin est très rarement indiqué, tout simplement parce que les touristes, généralement, ne vont pas dans des zones de guerre civile ou de catastrophe. Et donc, dans la plupart des pays, si vous restez dans un circuit, je dirais, classique, vous ne rencontrerez pas de choléra. Donc, on ne vaccine classiquement pas les touristes. Certains pays obligent encore à faire cette vaccination et nous, on met dans le carnet de vaccination qu'il y a des contre-indications pour éviter que le touriste n'ait des problèmes. Alors ça, c'est peut-être plus important, mais encore une fois, c'est des choses qui ne sont pas des problèmes majeurs en médecine. Mais donc, je vous ai dit que certains Escherichia coli produisaient des toxines qui vont, de la même façon que la toxine du choléra, influencer la résorption de l'eau et des électrolytes. Et donc, notamment, c'est le cas de ce qu'on appelle les ETEC, Escherichia coli entérotoxinogènes. Et on considère que ces Escherichia coli sont la cause la plus fréquente de diarrhée des voyageurs. On discutera à la fin du cours des prophylaxies éventuelles à conseiller aux voyageurs pour éviter ce genre de choses. Donc ça montre simplement la proportion des ETEC, donc des Escherichia coli producteurs de cette toxine, dans la diarrhée des voyageurs en fonction des destinations. Et donc ça représente un bon tiers des causes de diarrhée du voyageur selon les pays. Je passe l'histoire de Clostridium perfringens. Ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. Et on passe à des choses plus importantes en pathologie, que sont les diarrhées invasives et inflammatoires, puisqu'elles peuvent amener le patient à l'hôpital et provoquer différents types de complications, soit directes, soit hématogènes, soit parfois de type immunologique. Alors, voici une série d'agents dont je vous demande de retenir au moins l'existence. Et on pourrait certainement y ajouter déjà dans la liste, mais ça verra après dans le diaporama, le Clostridium difficile, hein, donc il devrait y être. Simplement, je ne l'avais pas remis dans cette liste-là, mais le Clostridium difficile doit clairement être dans les diarrhées inflammatoires. C'est l'agent de la colite pseudomembraneuse post-antibiotique. Alors, un mot sur le Campylobacter. Donc, c'est la cause la plus importante de diarrhée inflammatoire dans nos pays. Donc, les plus importants, c'est le Campylobacter jejuni et le Campylobacter coli. C'est essentiellement une zoonose. Donc, ça veut dire que ce n'est pas lié à l'hygiène des personnes qui ont préparé la nourriture. C'est vraiment une bactérie qui contaminait ou qui colonisait l'animal qui est à la source du repas que vous avez pris. Donc, la responsabilité dans la préparation, c'est plutôt au niveau de la cuisson, de ce genre de choses, ou la responsabilité de l'éleveur, mais certainement pas la responsabilité des personnes qui ont préparé le repas. Ça peut se trouver chez les animaux sauvages, hein, donc, et indiscutablement, c'est la seule façon de se prémunir de cette infection, une fois qu'elle est présente dans l'aliment, c'est la cuisson. C'est la raison pour laquelle la cuisson, notamment de la volaille, est importante si on veut réduire le risque d'infection par cette bactérie. Les inhibiteurs de la pompe à protons, en général, augmentent le risque d'infection, de diarrhée infectieuse. C'est notamment le cas pour le Campylobacter, où ça a été bien démontré, mais ce sera également le cas pour le Clostridium difficile. À titre purement indicatif, un petit graphique qui vous montre l'influence du temps de cuisson du poulet par rapport au risque d'attraper une diarrhée infectieuse à Campylobacter. Et vous voyez que
il faut avoir cuit plus de 7-8 minutes pour tomber en dessous de une chance sur 10 000 d'attraper ce type d'infection. Là aussi, ça touche ce concept global de santé globale. Hein, donc l'université va ouvrir une charge de cours One Health, dont le principe est de dire la santé humaine est liée à la santé animale. Et donc, on touche là toute la problématique des antibiotiques dans les élevages. Et ceci est lié évidemment à la contamination, la colonisation éventuelle d'animaux qu'on consomme dans l'alimentation par des bactéries parfois multirésistantes est au cœur de ce problème. Alors, le campylobactère est une bactérie qui va générer des modifications